Je m'appelle Christopher. Si vous avez déjà été humilié par quelqu'un que vous aimiez, cette histoire pourrait vous toucher, car la dernière chose que ma fiancée m'a dite m'a laissé sans voix pour le reste de la journée. J'ai pris ces paroles comme un homme. D'une certaine manière, elles sont devenues mon carburant. Des années plus tard, nous nous sommes revus. Et quand elle a vu qui était derrière moi, elle s'est sentie mal à l'aise, complètement à cran. Mais avant de m'emballer, laissez-moi vous raconter comment nous sommes passés de « tu n'étais pas un homme » à ce moment à table qui l'a laissé sans voix. J'ai vu Léa pour la première fois lors d'une réunion informelle chez un ami commun. Elle était belle, sans aucun doute, mais c'était plus que son physique. Il y avait quelque chose dans sa présence qui a attiré mon attention. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début, juste quelques échanges de temps en temps. Je me souviens de son sourire poli quand je me suis présenté, mais rien de plus. Pourtant, à la fin de la soirée, je savais que je voulais la revoir. Alors que tout le monde sortait, je lui ai demandé son numéro. Elle a hésité un instant, puis me l'a donné. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à échanger des textos. J'ai finalement découvert qu'elle travaillait dans l'une des meilleures agences de relations publiques de la ville. Cela ne m'a pas du tout surpris. Elle avait cette attitude raffinée, intelligente et fonceuse qui correspondait parfaitement à ce milieu. Notre conversation s'est approfondie à mesure que j'ai appris à la connaître. Je me souviens d'un soir où elle m'a envoyé un texto. « Léa, tu es différente des gars que je rencontre habituellement en ville. Moi, différente en bien ou différente en mal. Léa, différente en bien. Tu écoutes vraiment. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point son esprit m'attirait autant que sa présence. Quelques mois plus tard, c'est devenu plus qu'une simple amitié. À l'époque, je travaillais au département informatique d'une entreprise technologique réputée. Le travail était bien payé, comportait des primes régulières et me laissait suffisamment de marge de manœuvre pour vivre confortablement, et même plus. Cela ne me dérangeait pas de dépenser pour elle. J'aimais vraiment ça. Qu'il s'agisse de nous réserver des dîners dans les meilleurs restaurants, de la surprendre avec des cadeaux ou de lui offrir des petites attentions qu'elle avait mentionnées en passant, j'aimais voir son visage s'illuminer. Ça me faisait du bien de faire ça pour quelqu'un que j'aimais. J'ai toujours été plutôt introverti. J'apprécie les soirées tranquilles, les routines familières et éviter les projecteurs. Léa était tout le contraire. Elle était sociable, spontanée et toujours en quête de nouveautés. Elle organisait nos week-ends, nous suggérait de nouveaux endroits à explorer et m'entraînait vers des choses que je n'aurais jamais tentées seul. J'adore qu'elle ait apporté un équilibre à ma vie, qu'elle m'ait fait sortir de ma zone de confort et qu'elle ait rendu le monde un peu plus dynamique. À l'époque, tout semblait aller dans la bonne direction. Après 2 ans de relation, Léa et moi, j'étais sûr que c'était elle. Vous savez ce qu'on dit, quand on sait, on sait. C'était exactement ce que je ressentais. Alors, j'ai décidé de la demander en mariage. J'ai tout fait pour lui offrir un diamant naturel, quelque chose qu'elle adorerait, j'en suis sûr. Quand je l'ai demandé en mariage, elle a dit oui. Je n'oublierai jamais ce moment. Son visage s'est illuminé, son sourire jusqu'aux oreilles, la main tendue pour admirer la bague encore et encore. Après la demande, je lui ai demandé d'emménager définitivement. Léo passait déjà la plupart de ses nuits chez moi. Ses affaires étaient dans mon placard, ses produits alignés à côté des miens dans la salle de bain, et la moitié du temps, elle était déjà là quand je rentrais. Elle a accepté, et c'était tout. Pendant un moment, j'ai vraiment eu l'impression que c'était le début d'une vie. Puis, 2 mois seulement après nos fiançailles, la vie m'a frappé de plein fouet. J'ai perdu mon emploi, et pas à cause de mon manque de performance ou de mon relâchement. J'essayais vraiment d'améliorer les choses. Tout a commencé par un email envoyé à toute l'entreprise concernant une nouvelle politique interne. Je n'y ai pas pris goût. Cette politique comportait des lacunes importantes qui pouvaient nuire à la productivité et au moral des employés. J'ai donc pris quelques heures, fait quelques calculs et rédigé une réponse calme et étayée par des données à la direction. Je n'étais pas impoli. Je voulais juste qu'ils reconsidèrent leur approche et pensent à long terme. Mais apparemment, l'honnêteté était une menace. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué au RH. Ils m'ont accusé de nuire au leadership. À la fin de la semaine, je rangeais mon bureau. Du jour au lendemain, je suis passé d'un salaire sûr et d'une ascension sociale évidente à un agenda vide. J'aurais pu immédiatement me précipiter sur les sites d'emploi et courir après les entretiens. Mais quelque chose en moi avait changé. Je travaillais sur un projet logiciel depuis plus d'1 an, une plateforme qui, je le pensais, pouvait réellement changer les choses, et j'ai décidé qu'il était temps de miser sur moi-même. Le soir même, j'ai rencontré Léa.
Nous avons eu une longue conversation. Je lui ai tout expliqué, comment j'avais perdu mon emploi, ce qui m'avait amené à cela et ce que je voulais faire ensuite. Je pense que je peux y arriver, lui ai-je dit. Mais il va falloir suspendre les préparatifs du mariage et réduire nos dépenses pendant que je pose les fondations de l'entreprise. J'ai besoin de temps et de soutien. J'ai été transparent avec elle. Je ne veux pas retomber dans un système où s'exprimer est synonyme de sanction. Je veux construire quelque chose de mieux, à mes conditions. Au début, elle a acquiescé. Elle semblait calme, comme si elle comprenait. Mais dès que j'ai abordé le budget, quelque chose a changé. Elle s'est tue, n'a pas protesté, mais j'ai senti la tension. Je pensais que les choses allaient changer. J'avais l'impression que le logiciel que je développais était censé être terminé en moins de 6 mois. J'avais un plan et j'y croyais. J'y ai investi mon énergie, mon temps et toutes mes économies. Mais la réalité se fichait de mon calendrier. Le projet s'est heurté à des obstacles. Des bugs qui ne voulaient pas être corrigés, des fonctionnalités qui ne fonctionnaient pas comme prévu. Des appels d'investisseurs qui se terminaient par des refus polis. Les jours ont commencé à se transformer en nuits. Et ces nuits semblaient interminables. Le temps s'écoulait et l'argent commençait à manquer. Le loyer approchait. Charges, courses. Tout me rattrapait plus vite que je ne pouvais écrire. Alors, un soir, ravalant ma fierté, j'ai demandé à Léa si elle pouvait m'aider à payer une partie des factures pendant un moment. Sa réaction, cependant, était telle qu'on aurait pu croire que je lui avais demandé de sacrifier sa vie pour moi. Elle a dit, « Tu essaies de me réduire en esclave. Tu n'es qu'un homme comme les autres qui attendent une femme qu'elle porte son poids mort. » Sa voix résonnait dans tous les sens. Mais je n'ai rien dit. Je ne savais même pas quoi dire. Et honnêtement, peut-être qu'une partie de moi était encore trop gênée d'avoir de lui demander. Après ça, son comportement a complètement changé. Ou peut-être que ça faisait un moment que ça changeait, et que je ne voulais tout simplement pas le voir. Nos conversations se sont réduites à des réponses d'un seul mot. Les détails ont disparu. Elle a commencé à aller et venir comme un fantôme, sans jamais vraiment me dire où elle allait ni avec qui elle était. Et quand elle me le disait, c'était toujours vague. Un après-midi, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je l'ai vue sortir d'une voiture. Un homme conduisait. Je ne l'ai pas reconnu. Lorsqu'elle est entrée, j'ai demandé « Qui était-ce » Elle n'a pas hésité. « Pourquoi ça t'intéresse » a-t-elle rétorqué. « On n'est pas mariés. Tu ne me dois rien. » Avant même que je puisse répondre, elle m'a dépassé et est allée directement dans la chambre, fermant la porte derrière elle. La situation empirant, je savais qu'il me fallait retrouver du travail. C'était inévitable. J'ai postulé à différents endroits pendant des semaines, passé des entretiens, espérant décrocher un salaire proche de celui que je gagnais avant. Mais chaque offre que je recevais était bien en dessous de ce à quoi j'étais habitué. Honnêtement, je n'arrivais pas à accepter ces petits boulots mal payés. Je me suis dit qu'il fallait tenir bon, que quelque chose de mieux finirait par arriver. Mais au fil des jours, la pression montait. Il fallait payer les factures. Mes économies fondaient à toute vitesse. Un après-midi, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Dès que je suis entré, j'ai vu ses affaires emballées et prêtes à partir. Je suis resté là, le cœur battant, et j'ai demandé « Où vas-tu » Elle m'a regardé sans dire un mot. Peu de temps après, j'ai vu le même homme qui l'a déposé s'arrêter devant la maison. Ensemble, ils ont commencé à charger ses affaires dans sa voiture. Avant de monter, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu n'es pas un homme, et je ne peux plus perdre mon temps avec toi. » Ces mots m'ont brisé le cœur. J'aurais voulu répliquer, mais je n'avais rien à redire. Elle est sortie de ma vie comme ça, et je n'ai pu que la regarder partir. Les mois qui ont suivi le départ de Léa ont été, honnêtement, la période la plus sombre de ma vie. J'ai complètement arrêté de chercher du travail. Au début, j'envoyais des CV, j'allais à des entretiens, tout ça pour prouver que je pouvais à nouveau subvenir à nos besoins. Mais après son départ, cette motivation a disparu. J'ai réalisé que si je faisais tant d'efforts, c'était pour elle. Maintenant qu'elle n'était plus là, ça me semblait inutile. Postuler en entreprise me semblait vide. Au lieu de cela, j'ai concentré toute mon énergie sur le projet logiciel que j'avais lancé. Avant tout cela, je croyais sincèrement en ce projet. Même lorsqu'il échouait sans cesse, je m'accrochais à cette conviction. Honnêtement, c'était frustrant. Parfois, j'avais l'impression de creuser un trou de plus en plus profond, sans issue. Mais abandonner n'était pas envisageable. Il fallait que je fasse en sorte que ça marche. L'argent était serré. Il me restait quelques économies, mais elles s'épuisaient rapidement. Alors,
J'ai ravalé ma fierté et demandé un prêt à mes parents. Je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide, mais heureusement, ils n'ont pas hésité. Grâce à leur soutien, j'ai pu payer les factures et payer les factures pendant que je préparais le logiciel. La plupart du temps, je m'enfermais chez moi. J'ai arrêté de répondre aux appels des gens que je fréquentais. J'ai arrêté de sortir. J'ignorais quasiment le monde qui m'entourait. L'isolement était difficile, mais il m'a aussi donné l'espace nécessaire pour me concentrer. La seule personne qui m'a vraiment soutenu pendant tout ce temps était Linda, la meilleure amie de Léa. Elle avait toujours été un peu méfiante envers la façon dont Léa me traitait avant la rupture. Elle lui avait conseillé d'être plus gentille, de ne pas me repousser. Et après que tout a basculé, elle s'est disputée avec Léa à cause de sa mauvaise gestion. Elle m'a contacté, a pris de mes nouvelles et m'a encouragé. Alors que j'avais envie d'abandonner, un soir, elle m'a appelé. « Chris, tu as quelque chose de bien là. Ne le perds pas de vue? D'accord? Je sais que c'est dur, mais tu n'es pas seul. » Cette amitié et le soutien de ma famille ont été les seules lueurs d'espoir pendant ces mois sombres. Sans eux, je ne sais vraiment pas comment j'aurais réussi à m'en sortir. Finalement, j'ai pris contact et j'ai formé une petite équipe qui partageait la même vision et la même détermination pour aller jusqu'au bout. Pendant plus d'1 an, ce fut un véritable calvaire. Nous avons travaillé de longues heures, souvent tard dans la nuit, à corriger des bugs, à réécrire du code, à essayer de faire en sorte que le logiciel fasse exactement ce que nous voulions. Et puis le succès est arrivé. L'argent manquait encore. Nous savions que pour développer notre entreprise, il nous faudrait un investisseur. Après des mois de pitch et de négociations, un investisseur s'est finalement présenté. Il a vu le potentiel de ce que nous avions créé. Même si le logiciel n'était pas encore rentable, il a racheté 55% de l'entreprise, tout en acceptant de conserver notre équipe. Cet accord nous a donné le coup de pouce financier dont nous avions désespérément besoin. Grâce à leurs ressources, la situation a changé. Soudain, tout s'est accéléré. Nous avons amélioré le logiciel, gagné plus de clients et enfin commencé à générer des revenus réguliers. Malgré tout ce succès, je vivais une vie plutôt tranquille. Puis, sans prévenir, un vieil ami m'a contacté pour m'inviter à un petit dîner pour célébrer son anniversaire. J'étais un peu hésitant lorsque j'ai reçu l'invitation. Le travail me prenait la plupart du temps et la liste des invités était courte. Ils m'ont demandé d'être accompagné, mais je ne savais pas qui je pouvais amener. Je n'avais pas eu de rendez-vous galant ni de relation depuis le départ de Léa. Puis, j'ai pensé à la personne qui avait vraiment été là pour moi. Celle qui m'avait soutenu même dans les moments difficiles. C'était la meilleure amie de Léa. Elle avait récemment mis fin à une relation de longue date, et quand je lui ai demandé si elle voulait m'accompagner, elle a accepté. Nous n'étions pas en couple, juste des amis proches. Le soir du dîner est arrivé et je me suis senti étonnamment à l'aise. J'ai retrouvé de vieux amis, partagé des anecdotes et ressenti la chaleur d'une bonne compagnie. Mais au moment de nous asseoir pour manger, Léa est entrée. Elle aussi avait été invitée. Et lorsqu'elle m'a aperçu assise à côté de sa meilleure amie, son expression était impossible à manquer. Avant la fin de la soirée, elle s'est éclipsée discrètement. Je pensais qu'en partant, c'était la fin. Mais non, ce n'était pas si simple. Quelques jours après son départ, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais quand j'ai décroché et entendu la voix, c'était Léa, juste au bout du fil, furieuse. La première chose qu'elle a dite m'a choqué. De toutes les femmes du monde, pourquoi fallait-il que ce soit elle? A-t-elle exigé, en parlant de son ancienne meilleure amie? Elle m'a accusé d'avoir toujours eu des sentiments pour son amie, même quand on était ensemble. Je l'ai écoutée. Puis je lui ai dit franchement, ne m'appelle plus. Et j'ai raccroché. Je ne voulais pas me laisser entraîner dans ces histoires. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a appelé Linda et a commencé à l'accuser de trahison, lui disant de rester loin de moi. Comme elle n'arrivait pas à nous faire comprendre, elle a changé de tactique. Elle a commencé à m'envoyer des textos, disant qu'on lui manquait, qu'elle était juste frustrée à l'époque et qu'on pourrait peut-être arranger les choses. J'ai compris et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Mais comme si cela ne suffisait pas, elle a rappelé d'un autre numéro. Quand j'ai décroché, je n'ai pas hésité. Je lui ai dit clairement, « Si tu me recontactes, je te dénoncerai à la police et je porterai plainte pour harcèlement. » Ce fut la dernière fois qu'elle m'a appelé. C'était épuisant et j'ai dû fixer des limites pour ma propre paix. Je ne suis qu'une amie proche de Linda, rien de plus. Honnêtement, elle a été l'une des rares personnes à être restée près de moi quand les choses allaient vraiment mal. Je la respecte pour ça et j'apprécie ce que nous avons maintenant.
Si jamais quelque chose arrivait entre nous à l'avenir, je n'essaierai pas de le repousser. C'est une bonne personne et toute personne qui vous soutient quand vous êtes au plus bas mérite d'être gardée dans votre vie. Mais pour l'instant, et en l'état actuel des choses, nous sommes juste amis et ça suffit. Passons maintenant à l'histoire suivante. Je m'appelle Jadon. J'ai 42 ans et j'ai vécu à Eugene, dans l'Oregon, presque toute ma vie. Cette histoire me donne encore l'impression de perdre la tête. J'ai épousé Anna il y a 11 ans. Elle était drôle, gentille, patiente, tout ce que j'ai toujours désiré. Nous vivions une belle histoire, sans grand drame, juste deux personnes qui aimaient leur vie tranquille. Nous avons acheté une petite maison avec un beau jardin. Rien d'extraordinaire, mais assez d'espace pour un barbecue, quelques chaises et un carré d'herbe pour notre chien, Optimus. Nous n'avons jamais voulu d'enfant. C'était un choix que nous avons fait ensemble. Nous travaillions tous les deux à temps plein, et cet équilibre nous convenait. J'ai toujours pensé que nous étions solides. Puis l'année dernière, ses parents ont emménagé. Tout a commencé par un coup de fil. Anna m'a appelé du travail un après-midi. « Salut Jadon. » Elle m'a dit, « Mes parents, Christian et Lilian, envisagent de vendre leur maison à Klamath Falls. Ils veulent se rapprocher de chez nous pour un temps. » « Pour combien de temps ?» J'ai demandé. « Juste un moment. » Ils ont dit qu'ils resteraient dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau chez-soi. J'y ai réfléchi. « Quelques mois. »« Ouais, peut-être moins, » a-t-elle dit. Je ne voulais pas en faire tout un plat. C'est comme ça qu'on fait pour sa famille. Non? Alors j'ai dit, d'accord. Ils ont emménagé fin mars. Christian, septuagénaire, un de ces types qui se croient tout savoir sur tout. Lilian est plus calme et perspicace, toujours à l'affût. Au début, je me suis tu. Même quand Christian a commencé à critiquer ma façon de tondre la pelouse, il m'a dit un après-midi pendant que je tondais. « Tu sais, Jadon, a-t-il dit, tu laisses les bordures trop longues. Tu devrais mieux les tailler, sinon ça fait négliger. » J'ai hoché la tête et souri, sans rien dire. Puis Lilian, la plus discrète, a réorganisé notre garde-manger par accident, je suppose. J'ai remarqué que des choses bougeaient. Les tomates étaient déplacées. Les épices étaient mal placées. Un soir, je lui ai demandé, « Dis donc, Lilian, tu as réorganisé le garde-manger ?» Elle a levé les yeux avec un petit sourire. J'ai pensé que ce serait plus facile de trouver les choses comme ça. J'ai simplement haussé les épaules. « D'accord, si ça te convient. » On se sentait toujours en famille, alors j'ai laissé tomber. Environ 6 semaines plus tard, ils ont demandé s'ils pouvaient utiliser une partie du jardin pour un jardin. C'était l'idée de Marlene, la mère d'Anna. Elle a dit que ce serait un bon moyen pour eux de rester actifs et peut-être de les aider à faire les courses. Je me fichais des tomates, alors je leur ai dit, « Bien sûr, vas-y. » J'ai même aidé Christian à aménager 2 plates-bandes surélevées. Il les a fabriquées avec des chutes de bois. On a bêché une partie de la pelouse ensemble. À ce moment-là, à ce stade, on avait encore l'impression que c'était un projet familial. Au milieu de l'été, le jardin avait doublé de taille. Ils avaient ajouté des massifs, puis une clôture, et enfin une petite serre en plastique de Home Depot. Je me suis dit, bon, ils s'amusent bien. Très bien, laissons-les faire. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir bizarres. Lilian s'est mise à gronder Optimus dès qu'il s'approchait trop des plants. Un après-midi, j'ai attrapé le tuyau pour arroser les tomates, et Christian m'a immédiatement corrigé. « On ne fait pas comme ça, » a-t-il dit en me prenant le tuyau des mains. « On arrose à la base, pas sur les feuilles. Les feuilles moisissent. » Je l'ai simplement fixé du regard un instant, puis j'ai murmuré. « D'accord. » C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'Anna prenait leur parti à chaque désaccord. Un soir, je lui ai dit, Optimus devrait pouvoir se promener dans son propre jardin. Elle a haussé les épaules et a dit, laissez-les simplement leur espace. Ce n'est pas grave, mais c'était grave parce que cet espace n'était pas le leur. Cet automne-là, Christian acheta un abri de jardin préfabriqué et le plaça au fond du jardin. Il le remplit d'outils, de sachets de graines et de tout son matériel de jardinage. Quand je lui dis qu'il faudrait le déplacer à l'hiver, il me répondit simplement, on traversera ce pont plus tard. Puis l'hiver arriva. Le jardin se tut, mais l'abri resta là. Tout comme la petite lampe solaire qui brillait de l'autre côté de la clôture. Tout comme ces satanées statues de nains. Un soir de janvier, en rentrant, je vis quelque chose qui me bouleversa. Ils avaient installé un panneau près du bord du jardin. Il était écrit, « S'il vous plaît, gardez l'entrée. » J'en parlais à Anna ce soir-là. « C'est juste une blague, soupira-t-elle. Mon père est protecteur, c'est tout. »
ajouta-t-elle. Je secouai la tête. On ne peut pas plaisanter avec le territoire dans notre jardin. Elle leva les yeux au ciel. Au printemps, ils avaient envahi encore plus le jardin. Christian construisit un banc sous un treillis fait maison et le qualifia de lieu de méditation. Lilian a dit à une amie au téléphone que c'était son sanctuaire. C'était comme si je n'existais pas. Je n'arrêtais pas de penser, ils sont temporaires. Ils partiront bientôt. Mais non, personne ne cherchait de maison. Plus personne ne parlait de déménager. Ils s'y sont installés comme si c'était chez eux. Puis est arrivé le panneau. Un matin d'avril, j'ai laissé sortir Optimus et je me suis retrouvé sur le porche avec mon café. Le soleil venait à peine de se lever. C'est là que je l'ai vu. Un poteau en bois tout neuf, profondément enfoncé dans le sol juste avant le jardin, et qui était suspendu en grosses lettres noires. Propriété privée, entrée interdite. J'ai cligné des yeux, je me suis approché et j'ai touché le panneau comme s'il était faux. Il était vrai, solide, vissé avec soin, peint à la perfection. Je l'ai retiré, sans ménagement. Je l'ai arraché du sol comme un poignard. Mes mains tremblaient. Plus tard dans la journée, j'ai attendu qu'Anna rentre. Je ne l'ai pas caché. J'ai posé le panneau sur la table de la cuisine. Elle regarda le panneau, puis me regarda comme si c'était moi qui avais dépassé les bornes. « Tu l'as arraché ?» dit-elle d'une voix sèche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je en désignant les mots encore maculés de peinture sur mes doigts. « Une propriété privée dans notre jardin. » Elle se frotta le front en soupirant. « Jadon, allez. C'est juste une façon pour mon père de se sentir chez lui. Tu sais comment il est. Ce n'est pas un endroit. » Rétorquai-je. « C'est notre foutu jardin. Je n'ai rien signé. » Elle croisa les bras, les yeux plissés. « Tu étais tellement autoritaire. Tu ne t'étais jamais soucié du jardin avant qu'il ne commence à l'utiliser. Et maintenant, soudain, tu as un problème. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était plus une question de jardinage. C'était une question de pouvoir, de territoire, de contrôle. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté éveillé à regarder par la fenêtre de derrière. J'ai vu Christian entrer dans le jardin après la tombée de la nuit. Il s'est arrêté à l'emplacement vide où se trouvait le panneau. Il a secoué la tête, puis est entré dans la remise. Je m'en fichais. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. J'avais besoin de savoir exactement où j'en étais, car je n'allais pas laisser deux personnes qui n'avaient pas déboursé un centime pour cette maison en prendre une partie et la revendiquer. Cet après-midi-là, Anna m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit, il faut qu'on discute de qui dirige cette maison. Elle a dit, ce n'est pas une dictature. J'ai dit, non, mais ce n'est certainement pas une démocratie où tes parents votent. Elle n'a pas répondu, s'est contentée de partir. Ce soir-là, Christian a frappé à la porte de notre chambre. Il a dit, on pourrait avoir une conversation polie demain matin? J'aimerais mettre les choses au clair. J'ai dit oui, mais je le savais déjà. Je ne mettais rien au clair. J'allais tout reprendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis descendu, j'ai fait du café et j'ai attendu. Anna était déjà partie. Elle est partie tôt au travail sans un mot. Juste un texto. On se parlera plus tard. À 9 heures précises, Christian est entré dans la cuisine comme s'il était chez lui. Il s'est servi du café de ma cafetière sans demander la permission. Il s'est assis en face de moi à la table, comme s'il était à une réunion de conseil. Il a croisé les mains. « Jadon, je crois qu'on a eu un problème de communication. » Je l'ai regardé fixement. « Non, Christian, ai-je dit. Je crois qu'on a eu un problème de respect. » Il a souri comme si j'étais dramatique. « Tu dois comprendre, on a consacré beaucoup de temps et d'argent à ce jardin. C'est devenu quelque chose de spécial. Pour nous, cela fait partie de notre routine, de notre santé mentale même. Je pense que ça mérite des limites. Ce n'est pas ton terrain, ai-je dit sans détour. Tu n'établis pas de règles sur ma propriété, ai-je dit d'une voix basse mais assurée. C'est justement ça, a répondu Christian en se penchant en avant comme s'il allait rendre son verdict. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est ta propriété, mais Anna et toi êtes mariés. C'est elle qui nous a invités. Elle nous a clairement fait comprendre qu'elle considérait le jardin comme faisant partie de notre espace familial commun. Je me suis figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a regardé droit dans les yeux. Ça veut dire qu'on n'ira nulle part et qu'on n'abandonnera pas ce jardin. Alors, si tu veux la paix, tu dois l'accepter. J'ai ri, pourtant. C'était plus froid que prévu. Si je comprends bien, tu emménages pour quelques mois, tu occupes mon jardin, tu installes un panneau de propriété privée, et maintenant tu me dis que je devrais juste l'accepter? Christian a souri, calme comme toujours. Exactement. C'était ça. Je me suis levé,
je suis allé directement au garage et j'ai ouvert un bac de rangement. J'ai sorti l'acte de propriété, noir sur blanc. Mon nom était dessus, celui de personne d'autre. Je suis retourné dans la cuisine et je l'ai laissé tomber sur la table. C'est à qui appartient cette maison? Pas à toi, pas à ta fille, à moi. Christian n'y a même pas jeté un coup d'œil. Il s'est juste levé et a dit « Tu as été clair. J'espère que tu ne le regretteras pas. » Ce soir-là, Anna est rentrée. Je ne lui ai pas laissé le temps de s'installer. J'ai dit « On a besoin d'une discussion sérieuse. Pas question de partir cette fois. » Elle a hoché la tête lentement, puis je l'ai entendu dire « J'ai eu des nouvelles de mon père. » Il a dit « Tu l'as menacé. » J'ai cligné des yeux. « Menacé ?» J'ai brandi l'acte. « Regarde ça. »« Oui » a-t-elle dit en croisant les bras. « Tu as brandi ça comme un coup de force. Tu te comportes comme un tyran. »« Tyran » ai-je raillé. « Tu as laissé tes parents prendre possession de ma maison. Ils ne paient pas de loyer. Ils établissent des règles. Ils ont transformé le jardin en une étrange résidence fermée et tu les soutiens à chaque fois. » Elle a soupiré. « Tu déformes les règles. » J'ai dit que je voyais les choses clairement pour la première fois. Puis elle a lâché la bombe que je n'avais pas vue venir. Elle s'est assise et a dit doucement. « Ils m'ont déjà donné de l'argent. Beaucoup. L'automne dernier. Ils ont encaissé après avoir vendu leur maison. Je l'ai utilisé pour rembourser l'hypothèque. Je l'ai juste regardé fixement. « De quoi tu parles ?» Elle a détourné le regard, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ils ont remboursé 60 000 $. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu réagirais comme ça. » J'ai senti mon visage se glacer. « Tu as utilisé leur argent sans me demander. Pour la maison qui est à mon nom. »« C'est notre maison, » dit-elle fermement. « J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour nous. » Je secouai la tête. « Non, tu as fait ce qu'il y avait de mieux pour eux. » Elle se tut. Le silence entre nous était pesant. Je me levai, sortis et contemplai la cour, le jardin, les lumières, la clôture, le cabanon, tout. Ça ressemblait plus à eux qu'à moi maintenant. Et je ne savais plus à qui j'étais marié. Ce soir-là, j'appelai un autre avocat, non pas pour la maison, mais pour une consultation de divorce. Je n'avais pas encore pris ma décision, mais quelque chose avait changé. Impossible de revenir en arrière. L'avocat s'appelait Jeremiah Brown. Calme, direct, il ne me parlait pas avec condescendance. Je lui racontai tout. Le jardin, l'argent, le panneau, tout. Quand je mentionnais les 60 000 $ qu'Anna avait pris à ses parents pour rembourser mon prêt immobilier sans me le dire, il marqua une pause. Avait-elle fait don de ces 60 000 $ ou les avait-elle donnés? Existe-t-il un accord écrit? Non, j'ai dit qu'elle me l'avait dit hier soir. C'était une nouvelle pour moi. Il a hoché la tête lentement. Tant mieux si c'était un cadeau. Ça aide. Mais s'ils essaient de prétendre que c'était un prêt, les choses pourraient empirer, surtout en cas de divorce. Je n'ai pas dit à Anna que j'avais consulté un avocat. Pas encore. Mais tout semblait s'emballer. 2 jours plus tard, les choses ont empiré. Je suis rentré tôt du travail vers 16 heures. En m'engageant dans l'allée, j'ai vu Christian dans le jardin avec 2 autres hommes, des inconnus. L'un avait un mètre ruban, l'autre des plans. Je n'étais même pas sorti du camion que je traversais la pelouse en trombe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Christian est devenu plus calme que jamais, comme si de rien n'était. Des plans d'aménagement paysager, pourquoi? Il a haussé un sourcil. On pense installer une pergola, quelque chose de permanent. Une terrasse surélevée, un jeu d'eau, peut-être. Mon pote Bruce, ici présent, fait ça avec professionnalisme. J'ai regardé Bruce. Tu ne fais rien sans mon accord. Christian a brandi un mot. Je réfléchissais, Jadon. Pas besoin de t'énerver. Réfléchis dans tes rêves, dis-je. Ce n'est pas ton terrain. Ce n'est pas ton projet, et je ne veux pas d'étrangers dans mon jardin quand je ne suis pas à la maison. Bruce avait l'air mal à l'aise. Désolé, mec. On m'a dit que tout était approuvé. J'ai fusillé Christian du regard. Qui t'a dit ça? La voix d'Anna provenait du patio derrière moi. Je l'ai fait. Je me suis retourné. Elle se tenait là, les bras croisés, comme si elle attendait que je perde la tête. Tu m'as encore agi dans le dos, dis-je. C'est un jardin, Jadon. Tu en as fait une zone de guerre. Je me suis dit que si on le réparait vraiment, ça ne ressemblerait peut-être pas à un champ de bataille. J'ai juste ri sèchement et amèrement. Alors, ta solution était de construire plus sans me demander. J'en ai marre de demander, dit-elle à voix basse. Tu dis non à tout. Ils ont fait plus pour cette maison en 1 an que toi en 10. Ça m'a fait mal. Ce soir-là, j'ai fait mes valises. J'ai pris mon sac et emmené Optimus à l'hôtel.
Le lendemain, je suis rentré à la maison pendant le déjeuner pour prendre des vêtements de travail. Je pensais que ce serait calme. Anna était au travail et ses parents faisaient habituellement des courses le matin. Mais quand je suis entré, la cuisine sentait le café fort et le pain grillé brûlé. Je me suis figé. Christian était assis à la table en train de taper quelque chose sur mon ordinateur portable. Il n'a pas levé les yeux. « Qu'est-ce que tu fous sur mon ordinateur ?» Il a continué à taper. J'étais juste en train de relever le plan du jardin. Je voulais vérifier les mesures. Je l'ai trouvé dans tes dossiers. Je me suis précipité vers lui et j'ai claqué l'ordinateur portable. Fous le camp de mes affaires. Il a levé les yeux. Calme comme toujours. Ne dramatise pas. Tu l'as laissé déverrouiller. Tu es chez moi, sur mon ordinateur. Tu as dépassé les bornes. Christian s'est levé lentement. Soyons clairs. Si tu continues comme ça, Anna va partir. Et si elle part, devinez qui aura le soutien total de sa famille au tribunal? Je me suis rapproché. Et il m'a menacé. Il a souri. Non, je te prépare juste. Je n'ai pas dit un mot. Je suis sorti et je suis retourné directement au bureau de Jéromia. Je lui ai tout raconté. Le jardin non autorisé, l'argent, la tentative de construction, l'accès à mes affaires personnelles. Il a dit, il est temps de mettre en place des protections. La semaine suivante, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai changé les serrures, transféré tous mes comptes bancaires et transféré le titre de propriété dans une fiducie à mon nom. Je ne me défendais plus. Je prenais le contrôle. Puis, sans prévenir, Anna m'a signifié les papiers. Pas le divorce, mais une demande de copropriété basée sur les contributions du couple, y compris l'argent de ses parents. Il voulait la maison. Il voulait tout. Mais il ne savait pas que je ne bluffais plus. Il ne savait pas non plus que je construisais quelque chose. Pas un jardin, mais un piège. Après avoir reçu la demande de copropriété, je ne me suis pas énervé. Je me suis concentré. Jéromia, mon avocat a été clair. Il y a 2 issues possibles, a-t-il dit. Premièrement, il soutient qu'Anna et ses parents ont suffisamment contribué financièrement à la maison pour revendiquer une part de la valeur nette. Deuxièmement, il demande un rachat forcé ou une vente de la maison. Dans tous les cas, j'étais sur le point de perdre le contrôle de ce que j'avais construit. J'ai donc fait un choix. S'ils voulaient prendre la maison, ils allaient la prendre à la va-vite, au sens figuré. Jéromia m'a aidé à faire 3 choses. Premièrement, nous avons déposé une requête pour contester la demande de copropriété. La maison avait été achetée et entretenue entièrement par moi avant le mariage. Nous avons rassemblé des années de dossiers fiscaux, de relevés hypothécaires et même des SMS d'Anna admettant qu'elle ne figurait pas sur le titre de propriété. Deuxièmement, nous avons envoyé une mise en demeure officielle à Christian et Lilian, les déclarant intrus. J'avais des images de notre caméra de surveillance montrant Christian entrant dans le hangar, construisant cette satanée pergola sans permis, et même une vidéo où il faisait référence à notre jardin lors d'une conversation avec un entrepreneur. Tout cela a servi à prouver un abus de pouvoir et une utilisation non autorisée. Troisièmement, nous avons rédigé une contre-combinaison, une demande de dommages et intérêts et une détresse émotionnelle liée à leur construction illégale, leur occupation et le désordre financier que Anna a créé en utilisant secrètement les 60 000 $ sur l'hypothèque. Ensuite, j'ai joué ma dernière carte. J'ai appelé la sœur d'Anna, Monica, qui vivait à Bent. Nous n'avions pas parlé depuis des années, mais je savais qu'elle n'aimait pas Christian ou Anna. Nous nous sommes rencontrés pour un café et je me suis tout exposé. Texte, images, signes de la propriété privée, les plans, même une capture d'écran de Christian utilisant mon ordinateur portable sans autorisation. Elle était terrassée. Je ne lui ai pas demandé de prendre parti. Elle l'a fait de toute façon. Monica m'a dit que Christian et Lilian étaient restés temporairement avec elle après avoir vendu leur maison 2 ans plus tôt. Ils ont tiré le même acte là-bas, ont repris son sous-sol, l'ont traité comme le leur. Quand elle leur a demandé de partir, ils l'ont culpabilité. Nous sommes de la famille. Elle a dû embaucher un avocat pour les expulser tranquillement. Elle m'a donné ses documents juridiques, a signé une déclaration, et a même accepté de témoigner si cela en est arrivé. Maintenant, j'avais un modèle. J'ai tout remis à Jérémie. Environ 6 semaines plus tard, nous avons une autre journée devant le tribunal. Anna est arrivée calme, presque suffisante. Christian portait un costume comme il était celui qui me poursuivait. Lilian est restée silencieuse, disant à peine un mot. Lorsque le juge a demandé à l'avocat d'Anna d'expliquer pourquoi il croit qu'ils avaient une réclamation légale sur la maison, il l'a bégayé, clairement non préparé. Jéromia s'est levée et a tout déchargé,
Chaque reçu, photo, vidéo, email et affidavit. Il a montré la preuve que Anna ne m'a jamais divulgué les 60 000 dollars. Aucune hypothèque de consigne, aucun accord de cadeau écrit, aucune documentation de ses parents ne faisant jamais partie de locataires, contributeurs ou autre chose que les freeloaders. Il a joué une vidéo de Christian me harcelant dans ma propre cuisine. Puis il a même joué un clip où Anna a dit à un ami « Nous avons essentiellement pris le contrôle de l'arrière-cour ». Jadon ne le réalise pas pourtant. Le juge n'a pas aimé ça. Après des heures de témoignages, le juge a clairement indiqué que Anna n'avait aucune revendication légale à la chambre. Les 60 000 dollars ont été considérés comme une contribution volontaire sans papier, légalement considérée comme un cadeau, sauf qu'à non prouvé. La pétition d'Anna a été refusée. Christian et Lilian ont reçu l'ordre de partir immédiatement avec une ordonnance stricte sans intrusion rendue contre les deux. Si l'un d'eux a remonté les pieds sur ma propriété, je pourrais les faire arrêter. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison et je me suis tenu dans le jardin à regarder. Le hangar, le cadre pergola, les signes, tout cela devait y aller. Le lendemain matin, j'ai embauché une équipe de démolition. Ils ont tout déchiré. Lit surélevé parti, jeté en morceaux. Gnome jeté à la poubelle. Le panneau de la propriété privée, je l'ai brûlé dans le foyer avec le nom de Christian qui l'a parcouru. Le botteur, j'ai vendu le bois et les matériaux d'escrime en ligne et j'ai fait 2300 dollars. J'ai donné chaque centime à un refuge pour animaux locaux au nom de Christian. Réception d'impôts et tout. Le jour où Christian et Lilian faisaient des emballages pour partir se sont sentis surréalistes, comme le calme après une tempête que je n'ai jamais pensé voir. Je me tenais près de l'allée alors qu'ils charguaient le dernier de leurs affaires dans le camion. Je n'ai pas attendu qu'ils partent tranquillement. J'ai pris d'assaut, ma voix nette et froide. Vous savez, je n'ai jamais pensé que je devrais dire cela. Dans votre visage, maintenant sortir de ma propriété. À ce moment, Anna apparut derrière moi, les bras croisés, les yeux clignotants. Jadon, ne soyez pas comme ça. Nous sommes une famille. Ne pouvons-nous pas juste... Je la coupe froidement. Non. Anna, ce n'est plus une question de famille. Vous les avez sauvés quand ils ont dépassé, utilisé mon argent sans me le dire et menti à ce sujet. J'ai fini. Elle avait l'air blessée, mais j'avais fini d'écouter des excuses. Puis un homme est entré et lui a demandé son nom, et lui a tendu une enveloppe de manille. Elle avait l'air perplexe. Tu sais quoi? Je vous sers des papiers de divorce aujourd'hui. C'est fini. Prenez vos parents. Prenez Christian et Lilian et partez. Son visage s'est pâle, mais elle n'a pas dit un mot. Quand Anna est venue obtenir le reste de ses affaires un jour plus tard, elle m'a demandé « Pourquoi es-tu allé aussi loin ?» Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Parce que je vous laisse tous prendre trop pendant trop longtemps et j'avais besoin de vous pour vous souvenir de quelle maison c'est. » Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé la parcelle de saleté nue où le jardin était et a dit « Vous serez seul pour toujours. » J'ai souri, presque amer. Mieux seul que le dépassement. 6 mois plus tard, le divorce a été finalisé. La maison est enfin la mienne. Libre du chaos, de l'intrusion et de la trahison. J'ai perdu plus qu'une simple épouse cette année-là. Mais j'ai repris ma paix, et cela vaut tout. Cela fait 6 mois depuis la décision du tribunal. Je vis toujours ici. J'ai construit un pont où se trouvait le hangar, juste un grill, une chaise et un endroit pour Optimus à Sunbat. Chaque nuit, je m'assois là-bas, je bois une bière et j'écoute le calme. Pas de vent, pas de panneau de propriété privée, juste de la paix. Réelle paix. Et personne ne me reprendra à nouveau.